Bienvenue. On va parler d'une nouvelle ère pour la recherche. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc, au niveau de l'agenda, on va regarder déjà la recherche classique, les limitations qu'on peut y voir, comment l'arrivée des modèles de machine learning peuvent venir s'inscrire dans tout ça, ce que c'est que la recherche vectorielle et puis la recherche hybride dans Elasticsearch, on va couvrir ça. Et on verra comment naturellement les outils type OpenAI et autres LLM viennent jouer avec Elasticsearch. Pendant la session, il y aura des parties qui sont couvertes par une licence commerciale d'Elasticsearch. Donc vous verrez systématiquement ce petit bandeau apparaître. Quand vous n'avez pas le bandeau, c'est dans la version gratuite, pour que ce soit très clair. Donc la plupart des trucs, vous verrez, il n'y aura pas de bandeau. Alors Elasticsearch, vous savez, c'est fait pour faire de la recherche. Elasticsearch est basé sur une bibliothèque super puissante qui s'appelle Apache Lucene, qui a 25 ans, je crois à peu près. Bibliothèque Java, et sur laquelle on a énormément contribué et on continue de contribuer beaucoup chez Elastic. Et pour faire de la recherche jusqu'à présent avec Elasticsearch et Lucene, on était surtout basé sur des notions de tokens et de termes. Donc en fait, quand on prend une phrase, donc là vous connaissez un petit peu cette phrase, ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Donc quand on veut prendre cette phrase-là, quand on veut l'indexer dans un moteur de recherche comme Elasticsearch avec Lucene, en fait on va décomposer cette phrase en différents éléments en passant par ce qu'on appelle un analyseur de texte. C'est comme ça que fonctionne la recherche aujourd'hui. Un analyseur de texte est composé de plusieurs couches. Il y a quelque chose qui va faire du filtrage de caractères. Donc là, par exemple, on va enlever les balises HTML. Il y a ce qu'on appelle un tokenizer. Donc il va prendre la chaîne de caractères, fabriquer des tokens, découper aux espaces, enlever la ponctuation, ce genre de choses. Puis ensuite, on va passer par des filtres dans un certain ordre. Donc on va tout mettre en minuscules. On va utiliser ce qu'on appelle des stop words pour éliminer des mots courants d'une langue. On va faire du stemmer, du snowball pour trouver les radicaux des mots, ou voilà, ce genre de choses. Et en fait, cette phrase qu'on avait va devenir ce qu'on voit en vert, droid you look. Quand on indexe ça ou quand on cherche ça, on perd des informations importantes. Parce que droid you look, c'est plutôt positif, ce sont ces droïdes-là que je cherche, et non, en fait, ce n'est pas ces droïdes-là qu'on cherche. C'est plutôt l'inverse. Donc on perd la notion de sémantique. Si je cherche machine au lieu de droïde, ça ne va pas fonctionner non plus. C'est pas le même terme, c'est la même notion, mais c'est pas le même terme. Okay. Alors on peut s'en sortir avec des dictionnaires synonymes dans Elastic ou Lucene, mais bon, c'est pas le propos. Donc l'idée, c'est de remplacer de la recherche basée sur des termes et de la remplacer par de la recherche sémantique. C'est pas du tout la même chose. On ne fait pas exactement la même chose. Donc on va en parler. À l'avenir, l'objectif, c'est qu'à l'avenir, plutôt que de donner des termes dans votre moteur de recherche, des termes exacts, c'est que vous posiez des vraies questions à votre système d'information. Donc plutôt que de dire trouve-moi un escadron de X-Wing, Starfighter X-Wing, trouve-moi quels sont les vaisseaux et quel est l'équipage dont j'aurais besoin pour détruire une étoile noire quasi finie. Ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas des failles un petit peu secrètes et cachées dans cette étoile. Donc ça, ce sera l'avenir. Donc Elasticsearch, vous savez, c'est pour faire de la recherche, mais est-ce que vous savez que c'est aussi pour faire de la recherche vectorielle? Et non, vous ne savez pas. Donc tout est dedans. L'intérêt, c'est que beaucoup de gens ont déjà de l'Elasticsearch chez eux. D'ailleurs, qui a de l'Elasticsearch chez eux? Ouais, ben, beaucoup. Donc vous avez déjà une base de données vectorielle en fait avec vous. Donc vous avez déjà tout ce qu'il faut. Alors c'est quoi un vecteur? On va commencer par décrire ça. Tu te concentres s'il te plaît Laurent parce que je vais parler des vecteurs. Hein, donc c'est pour toi. Alors on va prendre un exemple très simple. On va essayer de représenter des données, ici des images, avec un axe qui est est-ce que c'est plutôt réalistique, -1, ou alors est-ce que c'est plutôt cartoon, +1. Okay, donc on va positionner nos documents sur cet axe. On voit que la princesse Leia, c'est pas un cartoon, là c'est un vrai personnage, donc c'est -1. Et puis Dark Vador est en +1 parce que c'est du cartoon. Alors évidemment, on peut rajouter des dimensions. La deuxième dimension qu'on peut vouloir porter ici, c'est est-ce que c'est plutôt un humain ou une machine? Bon, humain c'est +1 et machine c'est -1. Donc en bas à gauche, on a une machine, mais c'est une photo, c'est très réalistique. En haut à droite, on a Obi-Wan Kenobi, mais sous forme de cartoon, mais humain. Alors Dark Vador, lui, il est moitié humain, moitié machine, donc on l'a plutôt mis au milieu. C'est pour ça que ses coordonnées, ça va être 1 et 0. Et Leia, c'est -1 et 1. L'idée, c'est de placer tous
éléments dans cet espace, et puis on va grouper les éléments ensemble. Donc Luc, bah oui, il a la main en moins, donc on va dire que c'est 0,8 pour lui, c'est pas 1 plus 1, mais bon. Voilà. Alors évidemment, là, on n'a représenté que 2 dimensions, mais l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de dimensions, des choses qui ne sont même pas représentables au niveau de ce qu'on sait visualiser sur un écran. Et le but de tout ça, c'est ensuite de faire de la recherche. Donc l'idée, c'est, je veux faire une query, donc ma requête, ici, c'est Yann Solo. Je vais essayer de la poser sur cet espace, et puis je vais essayer de trouver quel élément le plus proche. J'espère que ça va être la princesse Leia, puisqu'a priori c'est un humain et c'est une vraie photo, donc ça devrait être la princesse Leia qui sort en premier, puis sans doute Luke ensuite. Puis après, alors là, je ne sais pas trop lequel pourrait sortir en premier. Est-ce que c'est celui-là le plus proche ou celui-là le plus proche, j'en sais rien. En tout cas, Dark Vador, c'est le plus lointain dans notre cas. Pour arriver à faire ça, il va falloir générer ces vecteurs. Et pour générer les vecteurs, il va falloir trouver des modèles d'embeddings. Alors, je vais souvent parler d'embeddings, c'est un peu la même chose. C'est des valeurs numériques qui représentent ces vecteurs. Donc vous avez beaucoup de choses sur étagère et il vaut mieux démarrer avec les choses sur étagère. Vérifier que ça fonctionne bien dans votre cas. Donc sur Hugging Face, vous avez E5 de Microsoft qui est pas mal, notamment pour le multilangue et le français. C'est pas trop mal. Pour les images, vous pouvez utiliser OpenAI Clip. Dans la démo que je vais faire tout à l'heure, je vais utiliser complètement autre chose. On verra. Et si ça ne va pas, vous allez pouvoir appliquer du scoring hybride, dont je vais en parler tout à l'heure, pour essayer de tuner un petit peu tout ça, voire même passer à l'étape d'après, avoir des data scientists, essayer de fabriquer vous-même vos propres modèles, de façon à ce que ça réponde exactement à votre cas d'utilisation. Mais ça demande un peu plus d'investissement de votre part. Alors attention, entre l'entraînement et le cas d'utilisation réel, il y a un jour un de mes collègues qui me disait David, il faut imaginer ça de cette façon-là. Imagine que tu t'entraînes toute l'année, 365 jours par an, pour un 100 mètres. Tac, tac, tac. Donc je suis super entraîné, je suis hyper performant, et donc je vais courir le marathon. Ça ne marche pas. Je ne suis pas entraîné pour le bon cas d'utilisation. D'accord ? Donc il faut vraiment bien réfléchir à ce problème. Ne prenez pas des données qui n'ont pas été entraînées pour votre cas d'utilisation, en fait, parce que ça marche chez le copain. Il va falloir tester. Alors comment fonctionne en réalité la recherche vectorielle? Donc il y a une première phase qu'il va falloir faire, c'est fabriquer ces vecteurs qu'on appelle des vecteurs denses. Aucun rapport avec la danse, hein, Laurent? Non, pas du tout. Donc à partir de n'importe quoi, d'images, de textes, d'audio, tout à l'heure on va le faire avec de l'audio, et donc on va fabriquer des représentations de ces vecteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et on va les mettre dans notre base de données vectorielle, ici dans Elasticsearch en l'occurrence. Puis quand on veut faire une recherche, on fait exactement la même transformation. Il faut obligatoirement passer par le même algorithme, sinon on va avoir des vecteurs qu'on essaye de comparer ensemble mais qui n'ont aucun point commun, qui ne veulent pas dire la même chose. Donc on fait notre requête, on transforme pareil par une représentation sous forme de vecteur ce qu'on cherche, et puis on compare, et comparer c'est essayer de trouver le voisin le plus proche au niveau des vecteurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça va donner des résultats. Alors comment on indexe des vecteurs? Pour ceux qui ont déjà fait de l'Elasticsearch, aujourd'hui, quand vous indexez, ce que vous faites, c'est que vous postez un document vers l'index Elasticsearch, vers le cluster Elasticsearch plutôt, vers un index. Ce document peut contenir tout un tas de données. Donc là, c'est plutôt des données d'un site marchand, on va dire. J'ai un ID, product name, une description, voilà, un prix, donc des valeurs structurées, et puis du texte non structuré ici qui est la description, par exemple. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Si vous voulez avoir et indexer des vecteurs et stocker des vecteurs dans Elasticsearch, il va falloir transformer votre contenu, celui que vous voulez représenter sous forme de vecteur. Donc par exemple la description, le texte qui est ici, passer par exemple par Python, enfin un petit script Python que vous voulez, envoyer votre document à Python, puis ensuite demander à votre script Python d'aller poster le document sur Elasticsearch. Okay. Donc vous générez les embeddings grâce à ça. Et là, ça vous fabrique vos vecteurs. Donc, ce sont des valeurs qui représentent votre vecteur. Vous pouvez faire ça aussi pour l'image, pourquoi pas. Vous avez l'image, vous passez par clip, pourquoi pas, et puis vous générez les vecteurs et vous indexez ça. Dans la version payante, il y a un petit symbole commercial. Pour ce qui est texte, on ne va pas pouvoir le faire pour l'instant pour tout ce qui est binaire, donc audio, image, on ne fait pas, mais pour ce qui est texte, vous allez pouvoir charger
un modèle d'inférence dans l'outil de machine learning qu'on a embarqué dans la suite Elastic. Et puis vous allez poster naturellement votre document vers Elastic et automatiquement on va faire de l'inférence à l'indexation. On va générer le vecteur pour vous et on va indexer le vecteur pour vous. Okay, donc ça vous évite d'avoir à maintenir un script Python, enfin quelque chose qui tourne en plus. Alors comment on charge les modèles? Il y a un petit script qui s'appelle eland import hub, il y a même une image Docker pour ça. Donc vous allez sur par exemple Hugging Face, vous chargez le modèle qui correspond à votre cas d'utilisation, ce que vous voulez faire. Vous lui donnez cet ID là et puis vous lui dites envoie ça vers le cluster. C'est du text embedding, il faut lui dire quel type de tâches ce modèle est censé faire d'un point de vue élastique, quels sont les types. Je vais vous montrer les types de tâches qu'on a après. Puis vous lui dites même aussi, vas-y, démarre le modèle, comme ça il est directement prêt à l'emploi, ou vous pourrez le démarrer vers l'interface, le supprimer, etc. C'est dans la version commerciale aussi ce truc. On supporte plusieurs types de modèles NLP. Donc, fill mask modèle, j'aime bien, c'est texte à trous. Vous donnez un texte, il y a des trous à l'intérieur et vous lui dites, vas-y, remplis les trous. C'est pas mal ce truc. Naissance d'entité, bah oui, je veux savoir que ça c'est une ville, ça c'est une personne, ça c'est je sais pas quoi. Change de chose. Texte embedding, classification, faire de l'analyse de sentiments, pourquoi pas, etc. Donc toute la liste est ici, et c'est ces types-là qu'il faut mettre ici. Là. Le type qu'on utilise correspond à ces types de modèles qu'on supporte. Alors comment on fait pour chercher des vecteurs? On a vu comment on indexe, comment on cherche. Comme tout à l'heure, on prend notre texte, on passe par le même script Python qu'on avait rédigé, sauf qu'au lieu d'appeler l'API, je ne l'ai pas marqué, si je l'ai marqué là, au lieu d'appeler l'API d'indexation, on va appeler cette fois l'API search. Et donc dans notre API search, on va faire une requête. Ici, je fais une requête booléenne parce que je veux faire plusieurs choses. Alors d'ailleurs, c'est pour ceux qui ont déjà fait du vector search avec Elasticsearch, c'est une nouveauté de la 8.12. Avant KNN, il fallait le mettre à l'extérieur et maintenant c'est une vraie requête, c'est dans les requêtes natives. Donc on fait une recherche KNN, ça veut dire recherche vectorielle. Sur le champ desk embedding, c'était mon vecteur qui représentait ma description tout à l'heure. Et puis je lui passe le vecteur que j'ai généré avec mon script ici. Je passe le vecteur qui représente Summer Clause. Et puis il va m'exécuter ma recherche. Et comme on est dans Elasticsearch, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi utiliser ce qu'on a l'habitude de faire dans Elasticsearch, donc faire du filtrage, la taille de la page pour les réponses, faire des agrégations, faire tout ce genre de choses qu'on connaît en standard. Dans la version payante, puisqu'on a le modèle de machine learning qui est chargé, en fait on peut dire on va te passer le texte, on va te passer quel est l'ID du modèle qu'on avait chargé tout à l'heure et tu vas générer automatiquement les embeddings pour nous. Voilà, c'est tout. C'est exactement sinon la même chose qu'il fait derrière. Alors, pour faire une recherche vectorielle, les composants, c'est un petit récap. C'est être capable de faire de la recherche, donc exprimer des requêtes. Dans Elastic, ça s'appelle les requêtes KNN. Être capable d'indexer les embeddings qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau du mapping Elastic, c'est ce qu'on appelle les dense vectors. Je vais vous montrer un exemple de mapping tout à l'heure. Et puis être capable de générer les embeddings, donc soit à l'intérieur d'Elasticsearch avec la partie commerciale, mais sinon avec des outils tiers que vous pouvez utiliser sans problème. Mais en vrai, comment ça fonctionne ça? On va faire un petit peu de maths. Alors, vous vous rappelez, j'ai mes deux documents, là, Leia et Luc, ce sont mes vecteurs. Et en fait, mon objectif, c'est de chercher pour Yann Solo, donc qui est ma requête. Comment on fait pour savoir que les deux vecteurs sont proches? Bon, visuellement, ça se voit, hein. Okay, mais d'un point de vue mathématique, on a un angle, en fait, et puis en calculant le cosinus de l'angle, en fait, on va pouvoir obtenir un score. Alors, je vais vous détailler un petit peu des notions de cosinus pour ceux qui se rappellent plus trop, ceux qui ont mon âge notamment, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc ça fait toujours du bien. Donc quand l'angle entre les deux vecteurs est proche de 0, on a des vecteurs qui sont quasiment confondus, le cosinus va être proche de 1. Donc on a des vecteurs similaires. Donc 1 plus 1 divisé par 2, ça fait un score de 1. Okay. Quand on a un angle qui est proche de 90 degrés, on a des vecteurs orthogonaux. Le cosinus est proche de 0. 1 plus 0 divisé par 2, ça fait 0,5. Puis quand on a des vecteurs qui sont complètement opposés, le cosinus est proche de moins 1, et donc on a un score final de 0. Donc le score qu'on va calculer côté Elasticsearch, il va varier entre 0 et 1. 1, c'est les mêmes vecteurs, en tout cas, c'est les mêmes angles. Et 0, ils sont complètement à l'opposé. Okay, c'est comme ça qu'on fait. Très simple.
Alors, il y a d'autres méthodes. Ça, c'est la méthode par défaut. Je dirais dire qu'elle est la plus rapide et optimisée. Mais il y a aussi, on n'a pas tenu compte de la longueur du vecteur tout à l'heure. Bon, ben là, en fait, on peut faire aussi du dot product. Alors, je vous passe les formules, mais l'idée, c'est qu'on prend la query et on la projette sur les documents, et puis du coup, on tient compte de la longueur aussi, et ça va nous donner le résultat. Il y en a une autre, c'est L de norme, qui, je pense, est encore plus précise, à mon avis, qui va vraiment calculer la distance entre les points avec des histoires de somme. Alors, on a des petites optimisations dans Elasticsearch. Plutôt que de faire une racine carrée, ben nous on fait un carré de la racine carrée, donc on évite la racine carrée, mais ça donne à peu près la même tendance, parce que c'est ce qu'il faut retenir. Alors au début, quand on a commencé, on faisait, dans les premières versions de Lucene et d'Elasticsearch, on faisait du brute force. Donc vraiment, on allait comparer tous les vecteurs un à un pour voir quels étaient les plus proches. Et ça, c'était vraiment pas optimum du tout. Donc on a changé, on a rajouté une implémentation. Donc ça, c'est un papier qui existe, qui s'appelle HNSW. Donc ça a été rajouté dans Lucene et ça a une approche par couche qui va permettre d'éviter de faire ce fameux brute force, de naviguer et de trouver beaucoup plus rapidement quels sont les vecteurs proches. On va perdre un petit peu en pertinence, mais par contre on gagne énormément en scalabilité et en rapidité. Donc on contribue beaucoup à Lucene. On a augmenté le nombre de vecteurs 2048, puis après 4096 même, ce qui est énorme en nombre de vecteurs. En gros, c'est le nombre de caractéristiques ou de propriétés que vous pouvez supporter. C'est même peut-être trop, et on va en parler juste après. Parce qu'en fait, il y a des contraintes derrière tout ça. Plus vous allez mettre de dimensions, plus ça va consommer d'espace, ça va consommer du temps. Alors ça va consommer de la mémoire, déjà beaucoup, parce que tout ça doit tenir en mémoire pour être rapide aussi. L'indexation va être plus lente parce que vous envoyez à travers le réseau des quantités de données énormes. Et puis ce qu'on appelle le merge des segments dans Lucene, c'est-à-dire qu'on fabrique des segments, puis au bout d'un moment on les fusionne ensemble pour optimiser. Tout ça c'est des écritures sur disque, et plus vous avez de données, et plus ça va être lourd et coûter cher en temps d'exécution. Et en usage CPU et compagnie. Alors, des bonnes pratiques, évitez d'avoir des recherches pendant que vous faites de l'indexation massive. Excluez les vecteurs du source, ça je vais vous montrer ça dans la démo juste après. C'est super important. Votre vecteur, une fois qu'il a été indexé, c'est pas la peine de le récupérer quand vous faites une requête. On n'a pas besoin de récupérer le vecteur qui avait été généré. Ça sert à rien de passer tout ça à travers le réseau. Et vous allez vraiment optimiser beaucoup avec ça. Et puis, faites des réductions du nombre de dimensions, je vais en parler juste après, et utilisez des octets plutôt que des nombres float. Alors, le but, c'est quoi? C'est de dire, j'ai tous mes vecteurs, hein, et je veux réduire la mémoire requise. La première chose qu'on va faire, c'est effectivement, si c'est possible, plutôt que de mettre des floats qui sont entre moins je ne sais pas combien de milliards et plus je ne sais pas combien de milliards, si les mêmes notions, vous pouvez les normaliser et les faire tenir entre moins 127 et plus 128, vous aurez gagné vachement d'espace. Au lieu de 4 octets, vous n'aurez qu'un seul octet par donnée, et donc c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire à tout prix. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de 2048 dimensions, vous n'avez peut-être pas besoin de ça, en fait, dans ce que vous sort votre truc d'embeddings, peut-être que vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc peut-être qu'il faut faire de la réduction du nombre de dimensions utilisées par chaque vecteur, parce que ça ne sert pas à grand-chose dans votre cas d'utilisation. Donc si vous arrivez à faire ça, vous allez optimiser. Vous ne laissez pas abuser par les benchmarks. Okay, nous aussi, on a des benchmarks, donc ce n'est pas la peine de les croire. Testez vous-même surtout sur votre cas d'usage, comparez vous-même les choses. Vous pouvez avoir des surprises. Alors on a publié nos benchmarks, il y a un repository qui compare un petit peu tous les bases de données vectorielles, etc. Et on a publié ce que Elasticsearch donne dessus. Au niveau des résultats, on est plutôt bien placé. On n'est pas les meilleurs, mais pour quelque chose qui tourne dans la JVM et qui pour l'instant n'est pas du tout optimisé, enfin pas optimisé, si c'est optimisé, mais pas au niveau vraiment appel direct et compagnie. Pour l'instant, pour les prochaines versions de Java, je pense qu'on va avoir un petit peu plus de choses intéressantes. On est quand même très très bien placé sur ces benchmarks, pardon. Et
En plus, on fait des améliorations dans la version 8.12 par exemple, qui est la dernière. On a plus 10% d'amélioration dans les recherches vectorielles. Donc c'est vraiment cool, on en fait tout le temps. C'est nickel. Alors, je vous ai dit qu'avec Elasticsearch, on peut faire de la recherche classique et de la recherche vectorielle. Donc on peut peut-être combiner tout ça. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dire oui, je peux faire ma recherche basée sur des termes classiques, ce que j'ai vu tout à l'heure. Je veux faire aussi ma recherche vectorielle. Et puis je vais combiner tout ça. Et il va falloir sans doute que j'ajuste un petit peu les contributions de l'un par rapport à l'autre. Alors comment on fait? On prend toujours notre recherche de tout à l'heure. Je vais faire une première partie de la recherche. Je vais dire, tu vas matcher sur le champ description, tu vas chercher mon text summer clause ici. Et puis je vais mettre un boost pour dire le score qui va être calculé à cet endroit-là, je le multiplie par 0,9, en espérant que ce soit bon. Et puis voilà, c'est comme ça que je vais prendre en considération cette partie basée sur les termes. Ce même texte, summer clause, je passe par mon outil de génération d'embeddings, là, je génère mon vecteur, et je vais aussi pouvoir utiliser ma recherche vectorielle, que là je vais booster par 0,1, je vais lui donner peut-être moins de poids ou plus de poids, je ne sais pas, il faut ajuster tout ça. En passant, je le mets dans ce slide, parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle du préfiltrage. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a les notions de filtre dans Elastic qui permettent de filtrer. C'est typiquement ce qu'on voit ici en dessous. Mais vous pouvez aussi mettre un filtre au niveau de la recherche KNN. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça va vous éviter, si par exemple je sais que je suis sur mon site marchand, je suis dans le département pour femmes, et que la personne tape une recherche, c'est pas la peine d'aller chercher sur tout mon catalogue. Okay, je peux préfiltrer les vecteurs sur lesquels je vais aller bosser. Et donc, je vais gagner du temps. Donc ça, c'est le préfiltrage. Et puis après, vous avez du post-filtrage d'un point de vue KNN, donc où vous voyez dire, par exemple, je vais filtrer sur le prix, pourquoi pas aussi. Vous pouvez combiner tout ça. Vous pouvez aussi chercher sur plusieurs recherches KNN, une sur les images, une sur le titre, pourquoi pas. Donc ça va représenter mon image. On a généré à partir d'une autre image des embeddings, et puis ici, à partir du titre, pourquoi pas. Dans la version commerciale, nous avons développé nous-mêmes un modèle alors qui fonctionne plutôt bien pour l'anglais, pour le français pour l'instant, c'est peut-être pas encore top, mais ça s'améliore, on va dire. Alors il ne fonctionne pas de la même façon, ce n'est pas des vecteurs denses, mais c'est des vecteurs éparses. Pardon. Et ça fournit ce qu'on appelle une expansion de texte. Alors je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Pour s'en servir, il va falloir déclarer ce qu'on appelle un service. Ça, c'est une nouveauté de la 8.12 d'Elastic. On a maintenant un endpoint d'inférence. Et ce qui est sympa avec ce endpoint d'inférence, c'est que non seulement vous pouvez définir le service LSER, mais vous pouvez aussi définir d'autres services. Donc, je veux me connecter à OpenAI. Donc, je veux me connecter à Hugging Face. Donc, toute cette couche s'ajoute. Et évidemment, vous devez mettre après les settings pour chacun des services. Donc, vos clés OpenAI ou vos clés Hugging Face et l'URL que vous a fourni Hugging Face. Et quand vous avez défini votre service ici LSER, donc qui fait du sparse, lui, qui ne fait pas du text embedding mais du sparse, c'est son petit nom, vous allez pouvoir vous en servir. Vous allez pouvoir dire, fais-moi de l'inférence sparse en utilisant mon modèle LSER, et voici le texte que je te passe. Okay. Ce que va vous générer Elasticsearch derrière, c'est ce texte-là, ces bouts de texte-là. En fait, ce sont des synonymes, on va dire, qui sont générés à la volée. Mais par rapport aux synonymes que vous connaissez peut-être dans Lucene, l'intérêt de ces synonymes, c'est qu'ils ont des poids, ici. Et donc, les poids, on va tenir compte des poids des synonymes lorsqu'on va faire notre requête. Donc, on va faire de la recherche basée sur des termes. Donc, c'est ce qu'on appelle le texte expansion. C'est-à-dire qu'on a ce texte-là, mais en fait, on va chercher, on va étendre, on va chercher avec tous ces tokens-là. Mais on va tenir compte des poids. Et ça, c'est super important pour trouver quelque chose de très pertinent. Et comme on fait de la recherche sur des tokens, c'est hyper rapide, c'est beaucoup plus rapide que la recherche avec les vecteurs denses. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai donné, je faisais de la recherche basée sur des termes et de la recherche basée sur des vecteurs. Puis vous avez vu que j'avais des notions de boost. Et le boost, il faut l'ajuster à la main. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Bon, avec LSER, c'est encore pire. Il y a encore une autre façon de faire
des requêtes. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, OK, ça me fournit des positions, des rangs dans mes résultats. Ça me fournit aussi des rangs et des positions dans mes résultats, et ça également. Peut-être qu'on devrait réconcilier tout ça. Et c'est ce qu'on appelle RRF chez nous. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, RRF, c'est je fais toujours une requête. Là, c'est quelque chose un petit peu, vous n'avez pas l'habitude de voir, qui s'appelle subsearches. On est obligé de dire, on va exprimer quelles sont les sous-requêtes que l'on souhaite exécuter, de façon à obtenir exactement les scores et les rangs dont on a besoin par requête, okay, que ça ne soit pas tout mélangé. Donc ici, c'est ma requête classique BM25, donc c'est basé sur les termes dans Lucene, c'est le truc classique. Ça, c'est ma requête texte expansion dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le modèle LSER, là, qui est dans la version commerciale. C'est pour ça que je laisse commercial ici, parce qu'il y a LSER. Ma recherche vectorielle, alors, je peux la mettre sous subsearches aussi, ou alors, historiquement, on la mettait en dehors des recherches. Enfin, voilà, je vous montre les deux versions. Donc c'est ma recherche vectorielle. Et c'est ici que je vais dire, tu vas faire du RRF. Comment ça fonctionne, RRF ? Imaginez que j'ai deux algorithmes de ranking, de calcul des scores, hein, donc qui ont des façons de calculer qui sont complètement différentes. Celui-là, je pense qu'il est entre 0 et 1, donc c'est plutôt ma recherche vectorielle de tout à l'heure. Puis celle-là, c'est peut-être ma recherche basée sur les termes. Okay, donc on voit des scores. Ce qu'on va faire ici, dans notre cas, c'est qu'on va dire on oublie les scores, on s'en fiche. Ce qui est important pour nous, c'est les positions. Dans quel rang est mon document? Ici, dans cet algorithme-là, il est en position 1. Dans celui-là, il est en position 2. Ah, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on va appliquer cette règle, cette formule mathématique. Donc, je l'ai un petit peu décortiquée. Donc, on dit, voici quel est le rang de mon document A. C'est 1, ici c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5. On applique un K qui, par défaut, est à 60. A priori, c'est peut-être plutôt une bonne valeur. Et donc, voilà, on a 61, 62, 63, 64, 65. Et on fait la même chose pour le deuxième algorithme. Okay, mes documents se retrouvent comme ça. Et ensuite, on fait une somme. Et ça donne quoi? Eh ben, on va observer que pour le document A, 1 sur 61 plus 1 sur 62, ça fait ça, qui est supérieur à tous les autres. Donc, c'est le premier document qui sort. Okay. Donc, on va retrier, en fait, avec les différents algorithmes de ranking, sans du tout tenir compte des scores. Mais voilà, pour proposer un bon résultat aux utilisateurs, on va dire. Je place mon podcast. J'adore mixer. Voilà. Cool, non? Normalement, tu devais danser, non? C'est pas ça que tu devais faire? Allez, on va faire des petites démos. Ah, c'est beau. Ça vous plaît, non? Ah, c'est cool. Ok. Bon, on va faire des démos. Alors, comment il faut que je fasse? Comme ça. C'est bon, vous voyez bien, c'est assez gros pour le fond. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai un repo, et donc j'ai un certain nombre de codes. Donc, j'ai des fichiers Wave, ici, vous voyez à gauche. Et mon but, ça va être de les indexer. Donc, j'ai fait tout un tas de choses. Je suis connecté sur Elastic Cloud, ici, où j'ai mon instance qui tourne. J'utilise que des choses de la version gratuite, là, dans ce que je vous montre là. Donc j'installe le client Elasticsearch dans mon truc Python. J'importe mes objets. La partie importante ici... Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je suis bête. J'ai oublié de vous montrer l'architecture de ce qu'on fait. Mon Dieu, où ai-je la tête? J'étais trop dans la musique. Donc l'idée du projet, c'est quoi? C'est j'ai des fichiers audio. Je vais utiliser un spectrogramme ici, qui est l'outil, le machine learning, le modèle que je vous ai montré à l'instant. J'ai spoilé un petit peu. Ça va me générer des embeddings, donc des vecteurs. Et ces trucs-là, je les indexe dans Elasticsearch. Okay. De l'autre côté, je chante. Alors je ne vais pas chanter, j'ai déjà des morceaux préenregistrés. Je chante quelque chose. Mon fichier audio, je passe par le même système d'embedding, donc je fais le même spectrogramme exactement. Je fais ma recherche vectorielle, ça me récupère mes résultats, et puis c'est ce que j'affiche à l'utilisateur. Okay, donc le but, c'est de jouer avec de la donnée numérique.
Imaginez que vous pouvez appliquer ça sur de l'image, sur n'importe quoi, sur vraiment ce qui vous plaît, hein, à condition que vous ayez l'outil qui vous permet de générer les embeddings. Donc je recommence ici, et je reviens ici. Donc, ici c'est là où je charge mon modèle. Donc ça je l'avais déjà fait. Alors je teste ma connexion avec Elastic, je vérifie si ça marche bien. Est-ce que j'ai perdu mon Wi-Fi ou pas? Non, c'est bon. Je crée un index Elasticsearch. Alors, je vais l'exécuter. Alors, j'efface l'index existant et je crée un nouvel index. Alors, qu'est-ce que je mets dans cet index? C'est cette partie-là qui va être importante. Je vais dire, tu vas avoir un champ qui s'appelle Audio Embedding. Et ce type, c'est Dense Vector. Okay, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais faire des vecteurs denses. Les dimensions, j'ai mis 2048. Je pense que ça ne sert à rien dans mon cas, mais il faut sans doute réduire. Mais okay, j'ai mis ça. Et là, la similarité que je veux, c'est du cosinus. C'est là où j'aurais pu mettre dot product ou autre chose. Mais là, je fais du cosinus. Puis après, j'ai d'autres champs, le chemin, le timestamp, le titre, le genre, mais ça je ne m'en sers pas. Donc voilà, j'efface l'index, je crée l'index. Ça a été fait, l'index a été créé. Ensuite, j'ai un peu de code. Donc ce code-là, c'est juste lister des fichiers audio. On s'en fiche un petit peu. Celui-là est plus intéressant. Donc je vais générer, ici, à partir d'un fichier audio, des embeddings, donc mes fameux vecteurs. Donc pour ça, j'utilise la librairie Librosa ici, qui va lire mon fichier audio. Je lui donne des paramètres. Je vais appliquer sur mes données de mon fichier audio, pardon. Je vais prendre mon modèle et je vais faire de l'inférence. Okay. Ça va me générer des embeddings, un début d'embedding, on va dire, que je vais normaliser. Alors cette normalisation, je ne sais plus si c'est justement de passer de 0, de moins 120 à plus 128, je ne sais plus exactement ce que ça fait. C'est écrit ici, mais je ne sais plus ce que ça fait ce truc-là. Donc ça, c'est ma génération. Et ensuite, au niveau de l'indexation, pour chaque document que je vais constituer, donc je vais lui passer ici Store in Elasticsearch, le nom de la chanson, les embeddings, donc les vecteurs que je vais mettre dans mon champ audio embedding que j'ai défini dans le mapping tout à l'heure, mon passe, mon chemin, la date, etc. et j'indexe. C'est mon cas. La recherche, tiens, pendant je vais vous expliquer la recherche pendant qu'il va exécuter ça. Donc je vais lire en fait chacun des fichiers ici, je parcours tous mes fichiers, je génère les embeddings, et pour chaque embeddings, je stocke dans Elasticsearch. C'est ce que j'ai exécuté. Donc là, je l'exécute. Et le temps qu'il s'exécute, je vous lis un petit peu la requête qu'on fera après. Donc pour faire une requête dans Elasticsearch, je vais lui passer des vecteurs, des embeddings. Et donc je vais faire une requête, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, une requête ici booléenne, avec du KNN, la recherche vectorielle, et les embeddings que j'ai passés en paramètres, je vais les passer dans ma requête comme vecteur. Voilà. Et puis j'exécute et je retourne ma réponse. Donc c'est très très basique de chez Basic. Donc voilà tous mes fichiers. Donc là, il les a indexés dans Elasticsearch. On voit d'ailleurs ici ce qu'il imprime là, vous voyez, c'est la génération de mes embeddings. Okay, fichier par fichier, voilà à quoi correspondent mes embeddings. Ne me demandez pas à quoi correspond la colonne 2, je n'en ai aucune idée. Je sais juste qu'elle va être cohérente tout au long, c'est tout le truc. Tout ce que donc on va trouver une chanson similaire. Donc je vais prendre un fichier. Alors c'est là où j'ai chanté, j'étais à l'hôtel hier, puis je l'ai fait hier. Ouais, je chante pas super bien non plus, hein, mais bon. Donc ce que je vais faire avec mon fichier audio, je vais dire génère-moi les embeddings pour vous montrer à quoi ça correspond. Je fais une liste, voilà. Alors il montre pas tout ici, mais vous voyez, c'est pareil, c'est donc les valeurs pour les différentes parties. Et ici, je vais prendre ces embeddings et je vais dire maintenant fais une requête dans Elasticsearch. Donc il m'exécute ma requête. Je vous passe la réponse en JSON dont on se fiche complètement. Je vais juste afficher ici les 5 premiers documents qui ont matché. Alors j'ai été surpris hier, parce qu'ici je m'attendais à avoir 100% de résultats pour moi-même. Et visiblement non. Donc je ne sais pas pourquoi. D'habitude j'ai 100%, mais là c'est pas. Ce que j'ai fait hier a changé un petit peu. Par contre j'ai un autre truc qui est juste dessous là, qui a l'air pas trop mal, parce qu'il est à 94,5, donc on a vraiment des vecteurs très proches. Puis les autres sont un petit peu moins corrects. Donc on va écouter le second du coup, parce que le premier sert à rien, vous l'avez déjà écouté. Okay. Donc c'est quelqu'un d'autre qui chante la même chanson. Donc c'est pas mal. On va faire celui d'après.
Donc là, il a trouvé quelque chose quand même. Vous avez vu, on n'est pas dans Shazam. Shazam, ce qu'il fait, c'est que Shazam, il va enlever tout le bruit, etc. et reconnaître le morceau exact, le remix exact. Là, il va trouver des choses qui, d'un point de vue spectrogramme, s'approchent. On va voir ce que ça veut dire. Le suivant, par exemple. Rien à voir, mais c'est de la cappella, peut-être que c'est peut-être pour ça que ça s'approche d'un point de vue vectoriel, je ne saurais pas vous le dire pourquoi. Puis le dernier, c'est quoi? Je suis fier. Donc il a pensé que je pensais comme un chanteur d'opéra, visiblement, mais non. Bon, j'ai pas beaucoup d'exemples dans mon dataset. Ouais, on peut le refaire pour Mozart ici, j'ai une autre chanson. C'est douloureux ça, je trouve quand même. C'est pas vraiment accordé, mais bon. Je sais pas qui a joué ça, c'est pas moi. Donc pareil, génère les embeddings, même principe, j'interroge Elasticsearch, ça prend très peu de temps dans Elasticsearch, j'ai pas beaucoup de données non plus, donc c'est pas non plus un miracle. Faites vos benchmarks surtout. On exécute, on voit le résultat. Donc le premier là cette fois il est à 100, c'est bon, c'est vraiment les mêmes vecteurs. Et puis le deuxième qu'il a trouvé c'est celui-là. Alors c'est pas du tout le même morceau de musique, mais c'est du violon, c'est voilà, peut-être que c'est pour ça que les vecteurs se ressemblent pas mal. Celui d'après, c'est quoi? Ouais, alors là, c'est la musique. Un peu plus jazzy, effectivement. Puis après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, c'est pareil. Les notes, je pense, le timbre doit être à peu près identique. Ouais, le dernier, c'est quoi? Ouais. Bon, ok. Après, de toute façon, généralement, ce que vous allez présenter aux utilisateurs, c'est les premières réponses. Parce que les suivantes, elles sont moins pertinentes, évidemment. Ok. Vous avez le lien vers le repo. Puis de toute façon, c'est publié sur mon site aussi, donc je mettrai le lien à la fin aussi. Si vous voulez refaire tout ça chez vous. Alors, ChatGPT est arrivé un jour. Et puis on s'est dit, oh là là, c'est l'extinction des moteurs de recherche. Google va disparaître. Ça sert plus à rien. On a Generative AI qui est là. Allez, c'est mort pour nous. Alors parlons un petit peu de ce que ça fait, les LLM. L'idée, c'est que vous posez une question. Votre question est envoyée au système de LLM, qui lui a été entraîné sur de la donnée publique, et puis ça vous donne une réponse. Et ça vous donne une réponse, alors qui est des fois un petit peu que... Alors ce que surtout je déteste dans les réponses que ça me donne, c'est que c'est hyper affirmatif. C'est comme un pote qui m'affirme quelque chose, et il a un tel ton que je vais le croire. Mais en fait, je devrais douter de ce qu'il me dit, parce qu'il n'a pas plus de savoir que moi. Okay, donc c'est pareil pour les LLM. Doutez un petit peu de ce que vous voyez, remettez en cause, ce n'est pas nécessairement la bonne réponse. J'ai pris deux exemples. Alors là, j'ai un ChatGPT 3.5, donc c'est plus vrai dans la nouvelle version, puisque c'est plus entraîné au fil de l'eau. Mais je lui demande quelle est la version courante d'Elasticsearch. Et là où ils se sont beaucoup améliorés, c'est qu'ils disent maintenant, d'après ma connaissance en janvier 2022, c'est la version 7.10. Néanmoins, ça peut avoir changé, donc je te conseille d'aller voir le site web. Donc là, c'est cool, c'est pas affirmatif, mais d'autres fois, ça peut être très affirmatif. Okay, mais là, c'est bien. Bon, cet exemple-là, on va dire qu'il est plus ou moins corrigé. Par contre, j'ai posé une autre question, que j'aime beaucoup. C'est dis-moi combien j'ai sur mon compte perso Revolut. Il dit, je peux pas t'aider avec ça. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai pas accès à ton information personnelle sur tes données bancaires Revolut. Heureusement que ChatGPT n'a pas indexé mes données Revolut et bancaires, ça serait un comble. C'est pareil dans votre système d'information. Vous n'avez pas nécessairement envie que tout votre système d'information soit indexé pour que le LLM réponde. Donc ce qu'on propose, c'est une architecture RAG. Vous avez peut-être entendu parler de cet acronyme. C'est de dire, vous allez poser votre question. Cette question, vous allez interroger votre système d'information classique, donc moi, Elasticsearch évidemment, avec de la recherche sémantique, pas de la recherche sémantique, les deux couplets, enfin ce que vous voulez, tout à l'heure. Et ces réponses que vous allez fabriquer, vous allez les fournir en tant que contexte et vous allez fabriquer donc un prompt pour votre LLM qui va être, voici la question que je te pose. Par contre, je te donne les réponses que tu dois utiliser et tu ne peux utiliser que ces réponses-là. Et si jamais tu ne sais pas, tu répondras que tu ne sais pas. Tu n'inventes pas autre chose, tu ne fais pas d'hallucination. Okay, donc l'idée, c'est simplement ça. C'est de dire faire ça, et puis ensuite, on va donner du coup la bonne réponse aux utilisateurs. Je vais vous faire une petite démo. Encore, ça.
Alors, il n'y a plus de son, hein, je vous dis. Comme ça, je cache. Alors, je suis connecté sur un espace de démo là d'Elastic et je vais lui poser la question que veut dire NASA? Ça va répondre quoi? L'agence spatiale américaine, sans doute. J'essaye. Ouais, il cherche. Alors que sur quoi je suis connecté? En fait, on a indexé tout le wiki d'Elastic. Okay, et donc, dedans, en fait, je vais chercher des éléments dans la documentation d'Elastic. Et ensuite, mes résultats, je les passe à ici OpenAI, Azure OpenAI. Et en fait, il me dit, bah, NASA, non, c'est pas l'agence nationale spatiale américaine. C'est en fait une région commerciale chez nous. Donc ici, j'ai une vraie réponse qui correspond à mon vrai contexte métier. Voilà, c'est une vraie réponse. Et puis il nous donne le lien, il nous dit voilà pourquoi ça vient de cette information. Alors, dans les résultats qu'avait obtenu Elasticsearch, il y avait 2 documents, visiblement, c'est ceux-là. Donc il y avait celui-là. Donc on a passé en gros ces éléments-là au LLM en disant voilà nos réponses. Avec ça, fabrique-nous une réponse par rapport à la question qu'on a posée. Okay. Donc là, je pense qu'il a trouvé NASA, c'est à cet endroit-là. Puis dans Intellectual Property, bah, en fait, je pense qu'il n'a rien trouvé du tout, bien que les mots-clés que je cherchais matchaient d'un point de vue requête. Mais le système a dit non, moi je n'utilise pas ce document, il ne me sert à rien. Bon, pourquoi pas. Pas mal. Je vais poser d'autres questions. Ah oui, je vais demander où... pardon, ça j'aime bien ça. Où is Thomas Pesquet? Bon, vous savez, hein, qui c'est. Alors, imaginez, vous avez votre site de recettes de cuisine, etc. Vous êtes connecté au LLM, vous dites fabrique-moi une recette de cuisine avec ça, etc. Puis vous lui posez la question qui est Thomas Pesquet, il va vous répondre bah, je sais qui est Thomas Pesquet, c'est un astronaute, etc. Bah, nous, en fait, non. On va aller chercher dans Elastic, on va voir est-ce qu'on a deux informations là-dessus. Non, on n'a aucune information. Bah, donc, LLM répond que tu ne sais pas. Donc, exactement, il dit je ne peux pas trouver d'informations. Pourtant, on avait trouvé des documents hein, en plus. Mais bon, qui ne correspondent pas. Donc on lui a quand même fourni ces documents-là, mais là-dedans, il n'y a pas de Thomas Pesquet. Donc le mélange des deux a permis de fabriquer une bonne réponse. Et enfin, j'ai envie de vous montrer cet exemple-là. Comment fonctionnent les augmentations chez Elastic? Et il dit, bah, j'ai aucune réponse à propos des augmentations. Alors c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que là, je suis ingénieur. Et en tant qu'ingénieur, j'ai accès à un sous-ensemble du dataset. C'est-à-dire que moi, j'ai des documents. On utilise ce qu'on appelle le Document Level Security. Donc, il y a, en fonction de qui vous êtes, vous allez avoir accès à un certain nombre de documents et pas à d'autres. Donc, il y a du filtrage qui est fait automatiquement. Et si je me mets en tant que manager et que je pose exactement la même question, bah là, on va refaire notre requête vectorielle avec les filtres qui vont bien, etc. Et Document Level Security va nous dire, cette fois, oui, évidemment, j'ai un document ici qui correspond. Et je vais envoyer cette réponse à mon outil de génération LLM que je préfère pour fabriquer une réponse. D'ailleurs, je crois, je vais faire avec Amazon, juste pour t'embêter. Non, parce que j'ai testé avec Google, j'ai l'impression que la connexion est cassée. Voilà, il va me donner une autre réponse, éventuellement, mais bon, parce que c'est un autre LLM, mais basé sur le même contenu. Okay. Donc ça, c'est important, un document de security. Vous avez tout ça en natif dans Elastic. Voilà. Je reprends. Oups, j'ai perdu ça. Alors, je vais remettre le micro en face de la bouche. Voilà, c'est bien. En conclusion, pour faire un moteur de recherche sémantique, vous avez besoin d'abord d'une base de données vectorielle. Bon, je vous ai montré, chez Elastic, c'est ce qu'on a. On est capable de stocker des vecteurs, on est capable de les rechercher, de fabriquer ces embeddings, etc. Idéalement, vous avez besoin, alors ça c'est plutôt optionnel, mais de générer vos embeddings. Alors soit vous le faites à l'extérieur, ce que je vais montrer, ou avec Elastic et l'outil de machine learning, vous le faites directement dans Elasticsearch. Et pour faire un moteur de recherche sémantique, vous avez besoin surtout de tout le reste. Ce que j'ai tout à l'heure, Document Level Security, c'est bien d'avoir ça quand même, de ne pas donner n'importe quelle information à n'importe qui. Dans Elastic, vous avez l'habitude des agrégations, de la navigation par facette, du filtrage, l'autocomplétion, rechercher sur des données aussi géographiques, sur des polygones et tout ça. Bah, tout ça, vous en bénéficiez, en même temps que vous bénéficiez de la recherche classique sur les vecteurs. Okay. Et puis, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
oui, c'est ça. Et puis aussi plein d'outils qui vont dans ce qu'on a. Alors vous savez maintenant, Elasticsearch est aussi pour la recherche sémantique, ce que vous aurez appris aujourd'hui, j'espère. Alors n'oubliez pas de noter la session. Ici, vous avez un petit truc. Mettez des commentaires surtout. Surtout si vous n'avez pas aimé, mettez des commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé et ce que vous aimeriez améliorer. C'est le QR code vers le repository. Normalement, vous aurez accès à tous les liens, etc. Et il reste 4 minutes 30 pour les questions. Et bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Merci. Les questions, sauf toi. Donc, questions, vas-y. Oui, alors on pourrait le faire. Mais alors, est-ce qu'on pourrait envoyer ça au LLM? Je ne suis pas sûr après, au niveau du résultat. Je ne sais pas si on pourrait lui envoyer des images. Là, aucune idée pour cette partie-là. Pour la partie requête, oui, on peut le faire. Tu peux. On a d'autres démos de ce type-là. Là, je ne l'ai pas mise, mais tu peux uploader une image, par exemple, qui va représenter, je ne sais pas, la Tour Eiffel avec des feux d'artifice, et puis il va te retrouver des images qui correspondent, qui sont les plus proches de ça. Ah oui, ça, on peut. On aurait pu la sortir parce que si dans le document on a le lien vers la photo de l'employé, il n'y a pas de souci. Mais c'est du Elasticsearch classique, ça, au-delà de la recherche vectorielle, pour le coup. Oui. Ah oui, merci, j'ai complètement oublié. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de métiers, du coup, je peux rater. Merci. Il y avait une autre question? Non. Ah, tu veux que je répète la question maintenant? Non, c'est bon. Bon, je pense que vous avez déduit la réponse de la question. La question de la réponse. Ok. Autre question, 3 minutes? Non? C'était clair? Ça vous a plu? C'était cool? Sympa la musique. Hein. Bon, j'adorerais, en gros, moi, mon objectif un jour, c'est de mettre tous mes MP3 dans cette espèce d'outil de musique et que quand je mixe, je lui fasse écouter ce qui est en train de passer et qu'il me dise tiens, voilà ce qui pourrait ressembler à peu près à ce que tu passes et que ça m'aide en fait, que ce soit un outil d'aide au mix. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ça un jour, mais ça serait assez cool à faire, je pense, comme truc. C'est bon? Bon, bah, je vous laisse 2 minutes 20. Merci.